Guillaume Faury, bonjour et merci de nous accueillir chez vous ici à Airbus dans une situation un petit peu compliquée. Vous venez de communiquer les résultats de votre entreprise. Ils ne sont pas bons, on s'en doutait un petit peu. D'où ma première question qui sera un petit peu générale. Elle concerne tous les gens de la région Occitanie qui sont inquiets, voire apeurés par la crise dans la filière aéronautique. Je rappelle que 40% des emplois industriels de cette région concernent l'aéronautique. Alors est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de rassurer ces gens inquiets pour cette filière et donc pour leur région ? Écoutez, il y a beaucoup d'incertitudes dans la crise dans laquelle on est, donc il faut rester prudent sur l'avenir. On a vécu en effet une année 2020 particulièrement difficile. Nous, on a perdu 40% de notre activité industrielle par rapport à l'année 2019, donc c'est considérable. On s'est adapté à la nouvelle situation et on pense que 2021 va être à peu près comme la deuxième moitié de l'année 2020 et on commence à voir des choses un peu plus positives, mais c'est quand même assez loin devant. Alors sur les avions monocouloirs, on pense que l'année 2022 devrait être l'année du début du retour et du rebond. Sur les longs courriers, qui sont très importants pour la région toulousaine, on a les deux chaînes d'assemblage de l'A350 et de l'A330 dans le monde qui sont ici à Toulouse, ça va être beaucoup plus long. L'Association internationale du transport aérien tablait sur un doublement du nombre de passagers entre 2020 et 2040. Est-ce que tout ça c'est aux oubliettes avec la crise du Covid ou est-ce que c'est juste un décalage dans le temps ? Alors, cette industrie a effectivement doublé son niveau d'activité tous les 15 ans, maintenant depuis environ 50 ans. Et c'était la tendance sur laquelle on était également en 2019, juste avant la pandémie. La crise qu'on observe est en fait la plus grave qu'on ait jamais vue dans l'aéronautique. Et on a un trou de plus de 50% sur le trafic en 2020 par rapport à 2019. Ça va prendre plusieurs années. Et on ne sait pas très bien quelle va être la nouvelle pente de croissance en sortie de crise, mais je dirais l'ambiance générale de début 2021 est plutôt plus optimiste pour le long terme que ce qu'on avait en milieu d'année dernière. En revanche, à court terme, c'est beaucoup plus pessimiste. Et donc on a cette contradiction à gérer, mais je pense vraiment que sur le long terme, on va retrouver des niveaux de croissance très très proches de ce qu'on avait avant la crise. On va s'intéresser maintenant plus précisément à la santé de votre entreprise dont vous avez parlé ce matin lors des résultats. Est-ce qu'elle est indécise, inquiétante ou finalement plus rassurante au poste où vous êtes qu'au poste d'observateur auquel je suis ? On a eu une année 2020 très dure, on a perdu beaucoup d'argent dans l'année 2020, moins que ce qu'on craignait au plus fort de la crise. On a plutôt bien terminé l'année 2020, donc voilà, on a préservé l'essentiel, la capacité d'entreprise à traverser la crise. Je suis optimiste sur le fait qu'on sera encore là en sortie de crise et qu'on pourra rebondir, investir à nouveau, embaucher et tous les bons côtés de l'aviation qu'on a aimés pendant les années avant le Covid. Alors les bons côtés de l'aviation, c'est que vous avez un carnet de commandes qui est plein, plus de 7000 commandes me semble-t-il dans votre carnet de commandes. Ça représente à peu près 8 années de travail. Mais est-ce que finalement, vous n'avez pas peur que les acheteurs, les entreprises qui vous ont acheté ces appareils les années précédentes se retrouvent en difficulté financière et ne soient pas en capacité de prendre livraison de leurs appareils ? Oui, c'est toute la problématique de la période actuelle. On a un très gros carnet de commandes, mais on a vu les livraisons correspondant à ce carnet de commandes partir vers le futur et les compagnies aériennes nous demandaient de ne pas prendre livraison, en tout cas à court terme. Donc l'enjeu, c'est de voir combien de ces livraisons vont rester. De notre point de vue, une très grande majorité vont rester parce que les choses devraient repartir. En tout cas, c'est ce que pensent la plupart des compagnies aériennes, des grands loueurs d'avions et des gens qui sont dans l'industrie. Il y aura des compagnies et il y a des compagnies qui sont en difficulté. Donc il y a une partie d'érosion du carnet de commandes auquel il faut qu'on se prépare parce que ça va arriver. Et puis il y aura un moment aussi où il y aura à nouveau de nouvelles commandes et des commandes importantes comme on a eu l'habitude de voir dans les années précédentes. Donc je dirais ce carnet de commandes a été vraiment un amortisseur de crise pour Airbus parce qu'on a pu s'en servir pour gérer dans le temps, le court terme, le moyen terme et le long terme. Et on avait de la chance d'avoir ce carnet de commandes solide en rentrant dans la crise. Donc ça donne des idées sur ce qu'il faut continuer à protéger dans le futur. Au mois de juin dernier, on parlait de 15 000 suppressions de postes dans le monde, 5 000 en France, 3 500 à Toulouse. Est-ce que ces chiffres sont toujours d'actualité ? Où en êtes-vous ? Sur les 15 000 postes dont on a parlé, qui était déjà quelque chose de très réduit par rapport à la quantité de travail qu'on a perdu avec la crise du Covid, on a réussi avec les gouvernements à trouver des solutions sur du chômage de longue durée, ce qui s'appelle l'APLD en France, et des solutions de financement de la recherche qui font que sur les 15 000, il y en a à peu près un tiers qu'on va réussir à protéger en termes d'emploi, en termes d'employés,
pas de postes, les postes ils ont disparu, en recréant d'autres et en gardant des gens essentiellement financés par les États sur une période courte, soit pour de la recherche, soit en chômage partiel, avant de repartir. Et donc environ 10 000 qui sont vraiment des gens qui vont partir, c'est déjà en partie le cas à la fin de l'année 2020. On voit qu'on a déjà réduit nos effectifs. On va continuer à le réduire sur l'année 2021. Ce qui était très important pour nos partenaires sociaux, ils se sont beaucoup exprimés sur le sujet, mais évidemment aussi pour la direction, pour les gouvernements, c'était de trouver des solutions qui soient socialement le plus acceptables possible face à cette crise. Je pense qu'on est arrivé à faire beaucoup de belles choses. Je reste prudent parce qu'on n'est pas à la fin de la crise, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Moi, je ne peux pas faire de promesses parce que l'environnement est extrêmement imprévisible et difficile, mais je pense que quand on regarde ce qu'on a fait, on n'a pas à rougir des solutions qu'on a trouvées. J'espère qu'on va continuer 2021 de la même façon. Alors, chez les sous-traitants, vous l'avez abordé, la casse risque d'être encore plus dure que chez vous. Est-ce que pour vous, l'important, c'est de privilégier Airbus ou est-ce que, dans votre esprit, il faut aussi maintenir l'ensemble des chaînes de la filière, enfin, des éléments de la filière ? Alors d'abord, on travaille tous dans le même secteur, donc il y a une forme de solidarité naturelle, mais il y a en plus quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on a 3200 fournisseurs qui contribuent à faire des pièces d'avion. S'il y a une pièce d'avion qu'on n'a pas et qui manque durablement, les avions, on ne peut pas les livrer. Moi, je ne livre pas un avion presque fini, je livre un avion conforme. Et donc, vu la taille d'un avion, s'il n'est pas fini, il reste chez nous. Et donc, il arrête les chaînes d'assemblage. Donc, en fait, on est tous solidaires dans cette crise. Et il y a eu, en particulier en France, mais pas seulement, une solidarité absolument incroyable de la filière. Et vraiment, hein, je l'entends aussi de toutes les petites entreprises. Donc, on va continuer dans cette solidarité. Nous, Airbus, on a aussi contribué à aider nos fournisseurs dans cette situation de plein de façons différentes, en particulier par un fonds qu'on a créé avec l'État français, hein, ça a été assez largement communiqué, où on a mis notre propre argent pour être capable d'aider les fournisseurs. Et je pense qu'au sein de la filière aéronautique et spatiale, il y a ce sentiment quand même largement partagé que les grands et les petits ont serré les coudes pour trouver des solutions. Tous dans le même bateau, j'ai envie de dire, même si on parle d'avion. L'avenir pour sortir plus fort de cette crise, ça passe forcément par de nouveaux projets. Où en est Airbus dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous avez dans vos tiroirs? Et on est à quel horizon? Alors d'abord, on a fait beaucoup de choses. Et moi, j'ai un peu de frustration, je dois avouer, quand j'entends les critiques dont on fait l'objet, parce qu'on est 2 à 2,5% l'aviation en général, hein, des émissions de CO2 dans le monde. C'est pas beaucoup. Si on s'en était pas occupé, on serait à 8 ou 10%. Et on est à 2,5%. Donc Airbus, on s'est vraiment emparé de ce sujet le plus possible. On a lancé des projets, on a communiqué sur ces projets, parce qu'on attire aussi de l'argent public pour contribuer à ces projets. Donc c'est normal de rendre des comptes sur ce qu'on va en faire. Mais c'était la feuille de route qu'on avait décidée. On croit beaucoup à l'hydrogène. Ça va prendre du temps, mais on est convaincu que c'est une voie. Il faut que le reste de la société, les gouvernements, les producteurs d'énergie, aillent dans la même direction. Je suis très content de voir le débat général et les actions qui sont prises, parce qu'il faudra, si on veut un avion en 2035 en service qui soit un avion à hydrogène, qui ait toute la logistique, l'infrastructure, le carburant et de l'hydrogène décarboné. Donc l'hydrogène et l'électricité pour les avions du futur. Tout à fait. Ça nous rapproche des drones. Est-ce qu'Airbus croit au développement des drones de transport pour nous les humains? Chez Airbus, on est assez enthousiaste de ces projets, d'abord parce qu'ils sont en l'air et qu'on aime tout ce qui vole, aussi parce que les technologies que ça met en œuvre sont à plus petite échelle les mêmes que celles qu'on va mettre en œuvre derrière sur des avions commerciaux et que ça nous permet de faire des développements beaucoup plus vite, beaucoup moins chers et d'apprendre finalement plus rapidement. La deuxième raison pour laquelle on aime ce business, c'est qu'on pense qu'il y aura un jour une vraie activité commerciale, industrielle, économique autour des taxis urbains. Il y a beaucoup de projets, il y en a un à Paris. Vous avez un horizon à nous donner? Parce que oui, ça nous fait rêver, nous tous. Je pense qu'à la milieu de la décennie, on devrait commencer à avoir un certain nombre d'offres réelles commerciales et je suis certain que dans notre vie, avant la fin de notre vie, la nôtre, là, on aura l'occasion de voler commercialement sur ces objets-là. Elle sera ma dernière question, puisqu'Airbus, ça n'est pas simplement des avions commerciaux, c'est aussi des hélicoptères, et puis Airbus Defence and Space. Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas content d'avoir ces deux filières dans votre escarcelle pour vous aider à passer le cap? Parce que je crois que ça a été 2 belles années pour ces deux branches de votre groupe. Oui, alors vous savez, j'ai passé beaucoup d'années aux hélicos, donc mon cœur est encore un peu là-bas aussi. Effectivement, nos 2 divisions qui s'appellent Defence and Space et hélicoptères ont fait une très belle année 2020 malgré toutes les difficultés auxquelles elles ont été confrontées. Et effectivement, c'était un peu comme la quille d'un bateau qui a limité la gîte et qui nous a permis de traverser 2020 finalement moins mal que ce qu'on a craint au début. Donc toutes les équipes de ces 2 divisions ont fait un boulot exceptionnel. Et merci de me donner l'occasion de les remercier et de les féliciter pour le travail qu'ils ont accompli en 2020. Merci beaucoup Guillaume Faury d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous.